TV Vendée. Passer plus de temps Devant la Vendée. La nouvelle fait immédiatement la une des journaux et se répand dans le monde entier. Je vais maintenant passer la parole à Jean-François Guéraud, qui est commissaire divisionnaire et qui va nous parler, qui a écrit un livre chez Odile Jacob sur le showbiz, people et corruption, et qui donc est particulièrement bien placé pour introduire, disons, la partie contemporaine, j'allais dire, de cette matinée. Je lui passe la parole. Merci, bonjour. En remarque liminaire, juste, je vais rebondir sur les propos qui viennent d'être tenus à propos de Georges Simenon. Il faut se rappeler qu'à peu près à la même époque, mais de l'autre côté de l'Atlantique, un autre très grand écrivain, Raymond Chandler, a tenu des propos à peu près similaires, des propos aussi acérés et désabusés sur le cinéma. Raymond Chandler a écrit 7 romans, mais était obligé de travailler avec Hollywood. Et l'expérience qu'il en a retirée a été extrêmement désabusée. Et vous trouvez dans ses lettres, qui sont publiées chez Christian Bourgois, des propos aussi durs sur le cinéma américain que Simenon pu en avoir à la même époque, donc dans les années 30-40, sur le cinéma français. Alors, showbiz, people et corruption. Le sujet n'a que l'apparence de la légèreté. Je crois que c'est un sujet extrêmement important, extrêmement grave, et pour une raison qui n'est pas toujours bien perçue et qui tient, je crois, à l'analyse que l'on doit faire de nos sociétés contemporaines. Comment peut-on caractériser nos sociétés? En général, on a tendance à les caractériser à travers leur forme institutionnelle. On dit que ce sont des démocraties. Ou bien à partir de leur stade de développement, sociétés développées, riches ou pauvres. Ou bien parfois à partir de leur contenu informationnel. On nous dit que ce sont des sociétés de l'information et de la communication. Je pense que c'est une erreur. Je crois que nos sociétés sont fondamentalement des sociétés à la fois spectaculaires et festives. Spectaculaires au sens situationniste, debordien du terme, c'est-à-dire des sociétés consuméristes et du divertissement, et festives au sens de Philippe Muret, c'est-à-dire des sociétés dont la centralité est un individu plutôt hédoniste. Et si on accepte l'idée que nos sociétés sont essentiellement spectaculaires et festives, eh bien, il faut admettre que parce que ces sociétés sont originales, elles ont généré de nouvelles élites. Jusqu'à l'Ancien Régime, les élites étaient issues de l'aristocratie, c'était des élites du sang. À partir du XIXe siècle, les élites étaient issues donc de l'argent, c'était la bourgeoisie. Et si on accepte cette analyse différente des sociétés contemporaines, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux Philippines, ce sera vrai en Chine dans les années à venir, eh bien, ce nouveau type de société a généré de nouvelles élites. C'est ce qu'on peut appeler l'élite artiste, ou l'élite du showbiz, du végétarien, en sachant que la sociologie de ces élites artistes est de plus en plus large. Ce sont des professions en osmose avec la médiasphère, et on est dans les comédiens, dans les chanteurs, dans le mannequin, dans le sportif professionnel, etc. Alors, cette assomption, cette montée en puissance du divertissement, avec donc de nouvelles élites, est concomitante d'un nouveau phénomène qui est en fait date de la seconde moitié du XXe siècle, qui est la montée parallèle des phénomènes criminels, et en particulier du crime organisé. Alors, comment peut-on mettre en rapport ces deux phénomènes en sachant que le crime organisé n'a jamais qu'une obsession à toutes les époques, c'est de corrompre les élites du moment. Donc ceci pour dire qu'à mon avis, cette problématique du showbiz et de la corruption est quelque chose qui n'est pas folklorique et marginal, mais qui est central. Alors, je vais commencer par quelque chose d'un petit peu léger, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ce monde des gangsters, des voyous, a tendance à se rapprocher en permanence du monde du show business. D'où proviennent leurs affinités respectives? Elles ont, à mon avis, 4 origines que je vais citer très rapidement. La première source de cette affinité, eh bien, elle tient tout simplement à un élément psychologique qui est la fascination mutuelle. Quand vous observez l'histoire du cinéma ou du show business en Europe ou aux États-Unis, vous vous rendez compte, vous ne comptez plus le nombre de gangsters qui auraient voulu être des vedettes et nombre de vedettes qui se prenaient pour des gangsters. C'est banal, mais c'est quelque chose de tout à fait central. Donc c'est un élément de pure psychologie. La deuxième origine,
elle est plus intellectuelle et elle tient au fait qu'il y a une inspiration ou une imitation croisée entre ces univers. Et en la matière, il ne faut pas se tromper. Ça n'est jamais l'art qui imite la vie. C'est faux. C'est toujours la vie qui imite l'art. Les policiers, les gangsters ont tendance à se conformer aux stéréotypes que le cinéma crée ex nihilo. Alors on pourrait donner des exemples pendant des journées entières. Je vais en prendre un qui est emblématique. Vous savez que aux États-Unis, dans l'histoire du crime organisé, vous avez un avant et un après la sortie du film Le Parrain de Francis Ford Coppola. Et quand vous lisez les mémoires à la fois des gangsters, des repentis de la mafia, mais aussi des cadres du FBI qui ont travaillé, vous vous rendez compte qu'après la sortie du film, les gangsters italo-américains se sont tous mis à imiter les standards diffusés par Francis Ford Coppola. Le film de Coppola n'avait aucune base criminologique, sociologique. C'était une pure invention. Ce film n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Mais après la sortie du film, les voyous italo-américains se sont remis à apprendre l'italien, le sicilien. Ils se sont mis à imiter physiquement, vestimentairement, à utiliser les phrases des dialogues, etc. Donc il y a eu un phénomène d'osmose, qui est tout à fait frappant et qui perdure. La troisième raison de cette fascination mutuelle, elle n'est plus psychologique, intellectuelle, mais elle est culturelle. Les voyous et les gangsters ont tendance à diffuser une idéologie commune de la marginalité, de la rébellion. Évidemment, tout ça est très fictif, mais ça permet de comprendre pourquoi souvent les artistes peuvent nourrir l'illusion un petit peu romantique qu'ils sont les vrais transgresseurs du monde réel. Et puis, la quatrième raison de ces rapprochements permanents, elle est géographico-économique. Il faut bien voir que artistes et gangsters ont parfois des marchés communs. Les artistes, les sportifs, etc., comme les gangsters, vendent de la fête, de la distraction et du divertissement, légal ou illégal. Mais on est bien économiquement très souvent, et les rencontres se font d'ailleurs souvent dans le monde de la nuit, sur des terrains communs. Le sujet est vaste. Je vais vous proposer rapidement, puisqu'on est un petit peu débordé, quelques lumières sur ce que peut être la criminalisation de la société du spectacle. Je vais commencer par un exemple franco-français de corruption subtile. On est à la fois dans le suprapénal et dans l'infrapénal. C'est la manière dont ces deux univers, celui de la voyoucratie, du védétariat, du showbiz, des people, s'évitent volontairement dans un phénomène de cohabitation subtile. Je vais prendre l'exemple de la Corse. Vous savez que sur cette île, depuis plusieurs décennies, les maisons ont tendance à sauter. Voilà. L'origine de ce qu'on appelle rapidement ce terrorisme, qui n'est jamais en fait bien souvent qu'une forme de banditisme qui se masque derrière des revendications pseudo-nationalistes, quand vous regardez les statistiques, vous vous rendez compte qu'il y a un type de villa qui ne saute pas et qui n'a jamais sauté en Corse. Ce sont les villas, donc des people, des gens du showbiz, disons des gens connus. Aucune villa d'un membre d'un PDG du CAC 40, aucune villa d'un chanteur, aucune villa d'un comédien connu, aucune villa d'un publicitaire, aucune villa d'un mannequin, etc., n'a jamais sauté en Corse. Voilà. C'est un constat, c'est un fait sociologique. Chacun en tire les conclusions qu'il veut. Voilà. Alors, je vais vous donner un autre exemple de la dangerosité de ce que peut être la fréquentation pour des élites contemporaines de ce monde de la voyoucratie. Alors, je ne vais pas reprendre l'affaire Markovic. Bernard Violet vous en parlera longuement demain, mais il faut bien analyser l'affaire Markovic dans la mesure où il y a un avant et un après. C'est-à-dire que dans l'histoire politique française, le couple Pompidou, qui a été victime dans cette histoire, a été le premier couple people de la vie politique française. Et c'est justement parce qu'il a été un couple fasciné par ce monde du show business qu'il s'était mis en très grande situation de vulnérabilité. Il faut savoir qu'à peu près à la même époque, on a connu le même phénomène aux États-Unis. Alors tout le monde connaît les aventures de John Fitzgerald Kennedy, mais je vais m'arrêter sur une de ces aventures dont on parle très peu
et qui a eu un rôle historique déterminant. On a beaucoup parlé de ses aventures avec Marilyn Monroe, mais on parle beaucoup moins d'une de ses maîtresses qui s'appelait Judith Campbell, Judith Exner. Qui était-elle? Cette jeune femme était officiellement une actrice, en réalité une demi-mondaine. Actrice, c'est le terme politiquement correct pour parler des demi-mondaines, qu'il va rencontrer à Las Vegas. Elle va lui être présentée par Frank Sinatra, qui est l'archétype, et on en a quelques-uns en France, de l'artiste qui est en réalité un gangster. Et Judith Exner a une particularité. Elle n'est pas seulement une demi-mondaine présentée par un gangster, déguisé en artiste, elle est aussi, au même moment, la maîtresse de Sam Mouned Giancana. Sam Mouned Giancana est l'un des 2 ou 3 plus grands parrains de la mafia italo-américaine à la même époque. Et pendant 3 ans, de 1961 à 1963, donc au moment où John Fitzgerald Kennedy commence son ascension, essaye de devenir le candidat pour l'investiture démocrate jusqu'à son assassinat en novembre 1963, pendant ces 3 ans, le président des États-Unis et l'un des parrains de la mafia italo-américaine vont partager la même maîtresse. Et en soi, ça n'est pas banal. Imaginez l'équivalent en Allemagne, en Italie, etc. Mais ce qui est encore moins banal, et les archives du FBI le démontrent aujourd'hui, c'est que la jeune femme en question va servir de courrier, de relais. Elle va servir à transporter des valises de billets. Et ces valises de billets ne vont pas aller de Sam Mouned Giancana vers la présidence des États-Unis, elles vont aller de la présidence des États-Unis vers Sam Mouned Giancana. Pourquoi? Tout simplement parce que pour les élections présidentielles, le clan Kennedy, Papa Kennedy, Joseph Patrick Kennedy, a besoin qu'il y ait un déplacement de voix. Vous savez que Kennedy, John Fitzgerald, va gagner les élections de 1961 grâce à 108 000 voix d'écart face à Nixon. 108 000 voix d'écart, c'est 0,04% des voix. Voilà. Et pour qu'il y ait ce déplacement de voix, il faut que la mafia italo-américaine utilise à l'époque le poids dont elle dispose sur une partie de la communauté italo-américaine qui vote, via en particulier les syndicats. Et ce déplacement de voix va fonctionner. Tout ça pour dire que ce qui va être l'intermédiaire, l'intercesseur entre ces 2 univers, de manière caricaturale, c'est le monde de la nuit, c'est une demi-mondaine, c'est Judith Exner, c'est Frank Sinatra et tous les individus qui étaient autour, le Rat Pack. Tout ça n'est pas sans intérêt sur l'histoire des États-Unis, quand on connaît le destin qu'aura John Fitzgerald Kennedy en novembre 1963 et même celui de John Mouned Giancana. La seconde remarque, je vais avoir un propos un petit peu rapide sur ce qu'est l'industrie aujourd'hui du divertissement aux États-Unis. Cette industrie a un poids économique considérable. Elle a surtout un poids symbolique. Et quand vous l'analysez des années 20-30 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux dernières preuves dont on dispose dans les années 90, on se rend compte d'une omniprésence du crime organisé à la fois dans l'industrie du cinéma et dans l'industrie de la musique. Cette présence n'est pas folklorique, elle n'est pas marginale, elle a quelque chose de consubstantiel. Alors évidemment, comme on est toujours dans la mythologie, on nous dit « colorful past ». C'est du passé, c'est de l'histoire. En réalité, on a des preuves aujourd'hui encore dans cette omniprésence. Je vais prendre 2 exemples dans le monde de la musique. Il faut savoir que le principal promoteur de musique aux États-Unis, c'est une profession qui n'existe pas en France. Donc, il y a une profession qui fait l'interface entre les chanteurs et entre les producteurs. L'un des 3 grands intermédiaires du monde de la musique aux États-Unis, jusqu'aux années 90, s'appelle Joseph Isgro, Joe Isgro. Vous ne pouviez pas faire une carrière, même quand vous étiez très connu, que vous soyez Michael Jackson ou YouTube, vous ne pouviez pas faire une carrière aux États-Unis sans passer par un de ces intermédiaires. Joseph Isgro a été, et d'ailleurs il n'a pas démenti la chose, a été identifié dans les années 90 comme étant un soldat de la famille Gambino, c'est-à-dire comme étant un homme de main, un membre avéré de l'une des 5 familles de la mafia italo-américaine. Ce qui n'est pas rien. Vous verrez dans les années à venir comment on va revisiter petit à petit toute la biographie de Michael Jackson. Comment cet homme a été, depuis des décennies, en proximité d'un certain nombre d'individus qui étaient très proches de la mafia italo-américaine, et en particulier d'un homme qui s'appelle Alvin Malnick. Retenez ce nom, il aura, je crois, beaucoup d'avenir.
Quand on analyse la proximité des liens entre le cinéma aux États-Unis et puis le monde du gangstérisme, on peut observer un certain nombre de méthodes de cette pénétration criminelle. Il y en a 4, ce sont des méthodes éternelles que l'on retrouve parfois même en France. Quelles sont-elles? Premièrement, la fourniture de services illicites. Le meilleur moyen de corrompre, c'est encore de fournir aux producteurs, aux comédiens, aux scénaristes, les produits interdits de l'époque. Dès les années 20-30, c'est l'héroïne. Aujourd'hui, c'est la cocaïne. C'était des amants, des maîtresses, des prostituées. Le deuxième procédé, aux États-Unis, qui est très puissant, c'est le contrôle des syndicats professionnels. Vous savez qu'une des particularités de l'histoire sociale aux États-Unis, c'est que le syndicalisme est en permanence pollué par l'action du crime organisé. Aux États-Unis, encore aujourd'hui, la mafia italo-américaine tient les grands syndicats, ceux des dockers, ceux des teamsters, etc., etc. Et donc, la mafia a la capacité d'organiser des grèves dans tout un tas de secteurs de l'activité économique. Et quand vous tenez les syndicats, vous tenez des secteurs économiques. Le troisième moyen, c'est évidemment le racket, directement. Et puis le quatrième, c'est celui du financement de films. Il y a des preuves avérées jusqu'aux années 90 de très grands films qui ont été financés par l'argent de la drogue. D'ailleurs, on a même des exemples en France, puisque l'un des films de Jean-Pierre Melville dans les années 60 a été financé comme ça. Mais aux États-Unis, le cinéma, ça n'est pas vraiment Hollywood. Hollywood, c'est le cinéma légitime. Hollywood produit 500 films par an, c'est-à-dire pratiquement rien. En tout, aux États-Unis, vous avez 10 000 films produits par an. Ces 10 000 films sont en fait issus du monde de la pornographie. Le vrai cinéma, d'un point de vue économique, c'est le cinéma pornographique. Et c'est un cinéma qui, lui, historiquement, vit évidemment en osmose avec Hollywood, mais surtout qui, historiquement, et les preuves existent jusqu'à nos jours, qui est en périphérie de criminalité organisée. C'est là que se fait l'argent. Dernière remarque, pour ne pas être trop long. Enfin, ce que je dis sur Hollywood, on pourrait faire la même remarque sur le premier cinéma mondial, qui est le cinéma de Bombay à Bollywood, où là, la situation est pire, puisque à Bollywood, tout le cinéma est racketté et tenu par deux grandes organisations criminelles, dont la principale est la compagnie D, qui constitue une puissance globale et une puissance régionale absolument considérable. Dernière remarque, quand on parle de corruption spectaculaire, ce sont évidemment des secteurs économiques, ce sont également donc des individus, mais ce sont surtout des territoires. Il y a des territoires spectaculaires, c'est-à-dire des territoires qui se sont criminalisés via un consumérisme et un divertissement généralisé. Je vais vous citer deux exemples. Vous avez la prolifération des cités-États du jeu. Évidemment, historiquement, tout le monde connaît Las Vegas, tout le monde connaît Macao et Hong Kong, mais il faut voir que ces territoires ont tendance à se multiplier. Et les cités-États du jeu vont avoir un grand avenir géopolitique au XXIe siècle. N'ayez aucune illusion, Las Vegas aujourd'hui demeure toujours une ère très criminalisée. Il y a toute une mythologie sur le thème le crime organisé a disparu de Las Vegas, c'est évidemment faux. Je vais vous prendre deux exemples pour Las Vegas. Premièrement, l'un des principaux propriétaires à Las Vegas d'hôtel casino s'appelle M. Steve Wynn. Alors s'il écoutait aujourd'hui, il m'attaquerait en diffamation, encore que j'ai écrit tout ça dans mon livre, mais il y a des preuves avérées que M. Steve Wynn, depuis les années 60, donc jusqu'à aujourd'hui, a vu toute sa carrière propulsée par les 5 familles de la mafia italo-américaine. Voilà. Deuxièmement, il faut voir que le modèle économique de Las Vegas, ce n'est évidemment pas le jeu. C'est une illusion. Las Vegas est d'abord une ville de congrès. C'est quoi une ville de congrès? C'est une ville dans laquelle des hommes seuls se déplacent. Donc le vrai modèle économique de Las Vegas, c'est en fait la prostitution. Voilà. Or, la prostitution, partout et toujours dans le monde, alors là-bas ça s'appelle des escort girls, etc., on est bien d'accord, est toujours, de près ou de loin, tenue par le crime organisé. Donc, vous avez les villes-États du jeu. Et puis vous avez, tout près de chez nous, un territoire qui s'est effondré sous le poids de la corruption, du show business, du trafic de drogue, dans une osmose assez frappante et dont l'épicentre a été Marbella. Vous avez donc l'exemple de l'Espagne qui, du nord au sud,
s'est totalement effondré sous le poids de la corruption immobilière. Et Marbella est intéressant parce que Marbella est historiquement une ville qui s'est développée grâce à un maire qui s'appelle Gilles Gilles, qui a été le grand promoteur du foot spectacle, du foot business en Europe. Noël Ponce y reviendra certainement longuement tout à l'heure. Et Marbella était en même temps la ville du show business. Et Marbella a été aussi une ville dont tout l'immobilier, dont une grande partie de l'immobilier a été propulsé par le blanchiment de l'argent, de la drogue, à la fois de la cocaïne et de l'héroïne. Merci.